Comment préparer le prochain bull run? Évidemment, dans le cas là où on a un prochain bull run, parce que c'est pas une garantie non plus. Dans cette vidéo, on va parler de comment construire son portefeuille, de ce qui se passe sur le marché en ce moment et là où je pense qu'on est, et également des erreurs que j'ai fait lors du bull run précédent. Parce que si on peut les éviter, c'est tant mieux. Pour commencer, à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est sur le marché? Je vais donc sortir un petit outil qui s'appelle tout simplement le cours du Bitcoin. On est environ à divisé par 2 par rapport à l'ATH du Bitcoin, et si on compare par rapport à la deuxième boss qui a fixé l'ATH, elle était il y a déjà quasiment 2 ans. Et oui, le temps passe. Et d'ailleurs, fun fact, c'est quasiment à cette date-là que j'ai créé la chaîne YouTube. Il faut savoir que plus que le prix, le cycle est également gouverné en partie par les halvings. C'est un événement qui se produit tous les 4 ans sur Bitcoin et qui a pour particularité de diviser par 2 les émissions du projet. Pour prendre un exemple concret, disons que la première année, on a 5 bitcoins par jour qui sont émis. Ce sont donc des bitcoins qui sont distribués aux mineurs pour sécuriser le réseau. Au bout de la 4e année, il n'y en aura plus que 2,5 et au bout de la 8e année, on sera à 1,25. Et ça continue de descendre de cette façon jusqu'à ce qu'on atteigne les 21 millions de bitcoins. Tu pourras d'ailleurs retrouver pas mal de charts qui ressemblent à peu près à ça. Là, on va voir les différents halvings, du coup le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième qui n'est pas encore survenu et qui d'ailleurs aura lieu dans environ 10 mois. Et ce qu'on observe globalement, c'est qu'1-2 ans après le halving, on a effectivement une grosse montée du Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on a observé sur les cycles précédents. On notera également qu'à chaque fois qu'on a eu un cycle, en plus d'avoir le halving, il y a eu des événements majeurs. Que ce soit le début des ICO en 2017 ou alors la hype des NFT ainsi que les L1 en 2021, à chaque fois en plus du halving, on a effectivement eu un événement marquant. Et bien pour le prochain cycle, peut-être qu'on connaît déjà cet événement. Tu n'as pas pu le louper avec les plus grands gestionnaires d'actifs au monde qui essayent désormais de se positionner sur un ETF Bitcoin. Ils ont fait la demande et cette fois-ci en masse. Et autant les dernières fois c'était pas forcément des acteurs majeurs qui avaient demandé, autant cette fois-ci c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui a fait la demande. Alors si là ça passe pas, c'est très clairement qu'il y a un problème quelque part. Ceci étant dit, on n'est pas encore dans la partie là où ça s'envole en parabole. Il nous reste encore probablement environ 1 an pour continuer d'accumuler et de construire nos positions. Et ce dans l'objectif d'être prêt pour le prochain bull run. Évidemment au prix le plus bas que tu accumules, le mieux c'est, mais il faut également savoir que le temps peut également jouer. Même si l'on ne retournera probablement pas un Bitcoin à 15-16 000 et un Ethereum à 3 chiffres, il reste du temps et il reste de quoi te construire une belle position. Et c'est là en général qu'il y a une grosse différence au niveau des stratégies. Tu as les personnes qui pensent qu'on va rester en bear prolongé et qui continuent d'avoir des grosses positions stablecoin. Ils sont très souvent utilisés pour faire de la DeFi et pour générer des petits intérêts. J'ai d'ailleurs pris une position sur Maverick avec 2 stablecoins et c'est plutôt pas mal les intérêts qu'on peut choper là-dessus. En calculant à la main, j'étais à environ 15-20%. On peut dire que c'est en partie propulsé par les gens qui farment l'airdrop de ZK Sync, mais ça reste une position tout à fait acceptable. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes qui possèdent encore des stablecoins en grosse quantité. Ils n'ont peut-être pas envie de prendre position tout de suite, peut-être qu'ils espèrent encore une fois secrètement que le prix rechute, on retombe dans ces eaux qui sont si intéressantes, et donc en attendant, leur capital est sur la sideline en train d'accumuler quelques intérêts. On a beau trouver ça énorme de faire jusqu'à 20% sur des stablecoins, finalement le Bitcoin ou encore l'Ethereum peut nous faire ça en l'espace de quelques jours, et on l'a vu encore très récemment. Là où c'est une stratégie qui peut clairement jouer tant que le marché est plat et qu'il se passe pas grand chose, par contre ça devient de plus en plus difficile à justifier si le prix du Bitcoin ou de l'Ethereum continue de grimper. Maintenant on peut également se mettre du point de vue de ceux qui rentrent sur le marché en ce moment. Ils sont en général moins frileux et vont avoir plus de choix. À la place de directement penser à une position en stablecoin pour accumuler les frais, etc. avec des stratégies complexes, qui pour le coup ne sont pas toujours aussi intéressantes qu'elles en ont l'air, eh bien ce sont peut-être des personnes qui vont plutôt penser à investir directement dans du Bitcoin ou de l'Ethereum, avant d'aller faire les dégénérés sur les dernières pages de CoinGecko. Et là effectivement on est dans ce qui a joué les bull runs précédents, avec la montée du Bitcoin qui précède absolument tout. C'est d'ailleurs ça ce qui a donné lieu à ce papier et la fameuse route vers la alt season, avec dans un premier temps le Bitcoin qui va monter et qui va surperformer les autres cryptos, ensuite une partie de l'argent qui va venir se déverser sur Ethereum, pour ensuite couler vers les large caps, et ensuite aller vers les petites cryptos. Et c'est cet effet domino qui fait en sorte que les altcoins reçoivent le plus de plus-value, en tout cas d'un point de vue pourcentage. Parce que oui, pour qu'un Bitcoin fasse x2, il faut un investissement considérablement plus important que pour qu'un altcoin fasse un x2. On n'est pas du tout dans la même échelle de grandeur. Alors oui, quand la confiance est basse, ce qui se passe, c'est que les gens vont investir dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum. Tout simplement car quoi qu'on en dise, ce sont les positions les plus stables et on sait que le Bitcoin sera encore là demain. Évidemment, ça n'exclut pas qu'il y ait des exceptions et que certaines cryptos hors Bitcoin fonctionnent très bien. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Le Bitcoin est le premier à prendre une plus-value importante. S'ensuit Ethereum, les grosses cryptos, puis la fameuse alt season. Et du coup, la troisième stratégie, la stratégie des dégénérés, c'est de ne pas passer par les stablecoins, c'est de ne pas passer par Bitcoin ou Ethereum, mais c'est tout de suite d'investir dans les altcoins qui sont au plus faible. Et on l'a vu à l'instant avec le graphe de la alt season, en général, ce sont les altcoins qui sont les derniers à bien monter. C'est donc plus ou moins un play key to do. Là, entre le moment là où tu places tes billes et le moment là où on a effectivement cette alt season, et ben il peut se passer une quantité folle de choses. Là où le Bitcoin est volatile,
volatile et il peut se passer des trucs, imagine sur un altcoin qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus volatile et sur lequel il y a effectivement des devs qui bossent, qui font des promesses, qui réalisent ces promesses ou pas. Et oui, il faut également savoir, et je suis désolé de te l'annoncer, ce n'est pas parce qu'il y a peut-être un prochain bullrun que ton altcoin préféré va retaper son ATH. Ce n'est pas une garantie. Et en général, les altcoins des saisons précédentes, en tout cas l'écrasante majorité, ne se représentent pas aux saisons suivantes. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir. Je suis pas en train de dire que ton altcoin va pas performer et qu'il va rien se passer dessus, mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que la majorité des altcoins soit meurent à petit feu avec des courbes qui ont tendance à aller vers zéro, soit ne remontent tout simplement pas à leur ATH. Soit parce que la supply a drastiquement augmenté et donc ça ferait des market cap monstrueuses, soit par un manque d'intérêt parce que les projecteurs sont sur de nouvelles blockchains, de nouveaux projets, soit parce que les bag holders dumpent dès qu'il y a un move plus ou moins significatif. Et ça c'est factuel, je t'invite à regarder les courbes des différents altcoins qui ont bien performé lors des bullruns précédents, tu pourras remarquer que certains ne reviennent jamais. On en arrive donc à une stratégie optimale qui ressemble à quelque chose comme ça si on devait reprendre le bullrun de 2017. Vers le sommet et au début de la descente, on est censé passer une partie de notre bag en stablecoin et le faire de façon progressive, jusqu'à attendre la capitulation là où on va passer en Bitcoin, pour attendre le début du bullrun là où on va passer en Ethereum, pour ensuite attaquer quelques mois plus tard avec les large caps, pour ensuite terminer avec les altcoins. Avec ensuite une rotation là où on va passer une partie de nos altcoins en stablecoin, pour ensuite acquérir du Bitcoin au plus bas, pour passer à de l'Ethereum au début du prochain cycle, etc., etc. Ce serait du coup la stratégie qui aurait joué parfaitement pour le précédent bullrun. Est-ce qu'on aura encore une fois la même chose? Eh bien ça c'est la grosse question. Mais en tout cas, c'est un game plan qui me paraît vraiment pas déconnant. Ensuite, passons à la question, comment on se finance? Parce que grâce à ça, t'as peut-être une idée des cryptos que t'as envie d'acquérir et à quel moment tu veux les acquérir. Mais pour construire un bag, il y a absolument aucun secret, il faut de l'argent. Alors là, évidemment, le plus gros point d'interrogation, c'est toi. Je ne te connais pas personnellement et je sais pas quelle est ta situation. Tu peux tout autant être un étudiant qui a un bag vraiment très limité et qui investit vraiment que ce qu'il peut, ou encore être un dégénéré qui place toutes ses économies dans la crypto. À mon avis, ici aussi, il y a plusieurs stratégies qui comptent. Quand on est en plein vert, c'est très clairement le DCA qui revient à la charge. Et c'est assez marrant de voir toutes les critiques du DCA qui commencent à venir justement quand on est en bear. Là où les gens vont venir critiquer parce qu'on a acheté, on a perdu, etc. Mais le DCA, c'est également quelque chose qui se time. Pas obligé de faire du DCA tout le temps en permanence comme ça. Tu peux définir certaines périodes et tu peux également modifier les montants. C'est-à-dire que si tu vois qu'à un moment il y a une grosse peur sur le marché, eh bien tu vas avoir plutôt tendance à investir plus fort à ce moment-là. C'est également quelque chose qui peut être flexible. Du coup, ta première source pour approvisionner ton wallet, eh bien c'est tout simplement ton salaire et l'argent que tu vas gagner. Il n'y a pas vraiment de secret là derrière et ça va dépendre de ce que tu fais dans la vie. C'est absolument normal que t'aies pas les mêmes moyens si t'es étudiant ou si t'es cadre. Une deuxième source qui est très intéressante et dont je parle beaucoup sur la chaîne, c'est effectivement les airdrops. Là où c'est également considéré comme un type d'investissement parce que tu vas investir ton temps et de l'argent pour faire des transactions, les récompenses à la clé peuvent cependant être super intéressantes. Ici aussi, c'est à toi de voir en fonction du temps que tu es disponible et de l'argent que tu es disponible. Certains airdrops vont te demander beaucoup de temps et peu d'argent pour participer, comme par exemple Linea, alors que d'autres airdrops vont te demander plus d'argent et moins de temps. L'idée c'est plutôt de faire du 80-20 là-dessus, du coup de viser les 20% de projets qui vont te ramener 80% des résultats. Et là clairement en ce moment les deux là qu'on vise et sur lesquels il y a pas mal de vidéos sur la chaîne, ça va être Layer 0 et ça va être Zcash. Pour moi c'est vraiment les deux plus gros qui vont jouer dans les 6-8 prochains mois. Layer 0 je pense qu'il va tomber avant la fin d'année et Zcash je pense qu'il va tomber au plus tard milieu d'année prochaine. Mais ici encore ça reste que des suppositions et j'ai rien pour backer ces dates, si ce n'est un petit peu d'analyse sur les airdrops précédents. Donc oui très clairement en fonction de tes ressources, que ce soit le temps ou l'argent, tu vas pas viser forcément les mêmes airdrops. Sachant qu'en général on a soit l'un soit l'autre, si tu n'as pas d'argent à investir mais que tu as beaucoup de temps, tu peux t'amuser à faire quasiment tous les testnets. Et dans l'autre cas de figure, là où tu as de l'argent mais pas beaucoup de temps, là tu vas plutôt t'arranger pour cibler tout ce qui est mainnet, avec entre autres Zcash et Layer 0. Alors évidemment faut pas compter là-dessus en entier pour te construire ton bag, mais c'est une très bonne stratégie et encore pour ces deux prochains, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis au niveau des bots ou autres pour pouvoir se démarquer. Et ici aussi ça fonctionnera très certainement avec un système de tiers, donc je ne peux que t'encourager à participer au maximum. Sachant que la différence entre quelqu'un qui a juste le tiers numéro 1 et quelqu'un qui a le tiers maximum, elle était plutôt énorme pour Arbitrum. Et je pense que ce sera plutôt similaire pour les prochains airdrops. À titre de comparaison, le premier tiers pour Arbitrum c'était environ 600-700$, alors que le meilleur tiers sur Arbitrum était à plus de 10 000$. Mais évidemment ce sont pas les mêmes moyens qui ont été mis en place entre quelqu'un qui voulait chasser le premier tiers et quelqu'un qui voulait chasser le top tiers. On est d'accord là-dessus. Cependant, faire le maximum pour te positionner au meilleur tiers auquel tu pourrais prétendre, ça me paraît être une stratégie totalement viable. Donc oui, les airdrops en plein bear market, c'est clairement une des meilleures stratégies à jouer. Et oui, je sais que ça peut être chiant, que ça peut être lourd de temps en temps, notamment pour Linea, mais très clairement, jouer les airdrops, je pense que c'est le meilleur retour sur investissement que tu peux avoir en ayant un petit portefeuille. Maintenant, évidemment, si t'as un bag à 7 chiffres, aller chercher des airdrops pour faire 10K, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Mais dans tous les cas, si t'as cette somme-là, je pense pas que tu t'intéresses à ce genre de choses. Ou alors peut-être avec un autre œil, mais ça je développerai pas dans cette vidéo. Au niveau des autres stratégies, pour gagner un bag, ça reviendrait tout simplement à parler de comment gagner de l'argent sur
sur internet. Parce qu'à mon sens, avoir un petit business qui te permet de générer un petit peu d'argent, que ce soit simplement en faisant du freelance parce que t'es doué dans quelque chose et que d'autres personnes ont un besoin, ou alors tout simplement parce que c'est ton métier, eh bien ça me paraît être une très bonne méthode pour te constituer un bac. On peut également noter les différents jobs que tu peux trouver dans le Web3 qui pour certains sont des jobs à mi-temps, ce qui est également plus ou moins accessible en fonction de là où tu en es dans la vie. Alors maintenant, des différents problèmes qui peuvent arriver, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en plein bull run, il y a quand même des pièges. Le premier qui peut paraître assez bizarre et assez paradoxal, c'est de sortir trop tôt. Ça fait quasiment 2 ans qu'on a eu très peu de sourires en regardant la charte du Bitcoin, et on a totalement une morosité qui s'est installée. L'idée que maintenant, au niveau des cryptos, la charte, elle va pas faire un x2 instantané. On va pas remonter très rapidement. Que le marché est devenu lent, qu'il y a très peu de personnes qui continuent de s'intéresser à la crypto, etc. Le truc, c'est qu'on a tendance à penser de façon linéaire. C'est-à-dire qu'on va généraliser et qu'on va essayer de tracer une ligne. On va se dire que ce qui s'est passé pendant les 1-2 ans précédents, eh bien c'est exactement la même chose qui va se passer et on va continuer sur cette tendance-là. Mais la réalité, c'est que lors d'un bull run, on a une cassure à ce niveau-là. On n'a pas juste une ligne droite, on a clairement une parabole qui se dessine. Si tu veux avoir une idée un petit peu plus claire de ce dont j'essaye de parler, imagine que tu as acheté tes cryptos en 2017, là où tu avais un Bitcoin à 2500 $. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a un premier gros point d'inflexion, là où les cryptos vont monter et on va monter jusqu'à quasiment 20 000 $. Ce qui est déjà énorme, ça fait quasiment un x8. Ensuite, on enchaîne avec la chute bien violente, là où il se passe pas grand-chose pendant un paquet de temps. On redescend même d'ailleurs aux alentours des 3000 $, qui sont pas loin de notre point de départ. Et là, d'un seul coup, on a une petite remontée, on va repasser aux alentours des 10 000, 12 000 $. Ce qui est d'ailleurs bien plus qu'une petite remontée. Et bien vu que ça fait quasiment 2 ans que les personnes attendent, qu'elles en ont marre de la crypto, qu'elles veulent se tirer, elles vont peut-être partir là. Et si on regarde à moyen terme, elles auraient presque raison de partir là, parce qu'il va pas se passer grand-chose pendant l'année qui suit. Sauf qu'à un moment, on atteint une cassure, et c'est cette cassure qui va propulser le Bitcoin des 10 000 $ vers les 60 000 $. Et ça se passe ultra rapidement. Alors crois-moi quand je te dis que tu veux pas être la personne qui vend à peu près ici, qui est très contente pendant un an, jusqu'à ce qu'elle se réveille et qu'elle se rende compte que le bull run, en fait, il a même pas encore commencé. À l'inverse, une autre erreur, c'est de rester positionné trop longtemps. Et du coup, de te retrouver avec des cryptos qui vont descendre en valeur. Et à chaque fois, toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, ça va remonter, c'est juste un dip, comme dans le bull market, ça s'est déjà passé, ça s'est déjà arrivé. Alors qu'en réalité, non, c'est clairement l'amorce du bear. Pour contrer ces deux scénarios-là, il y a une stratégie extrêmement simple à laquelle on pense jamais. À la place de penser tes investissements comme des 1 et des 0, c'est-à-dire que soit tu as tout dans une crypto, soit tu as tout dans une autre crypto, eh bien tu peux splitter tes investissements en pourcentage. C'est-à-dire que si le Bitcoin atteint un certain prix, eh bien tu peux te dire que je vais vendre 10% de mon Bitcoin. Ça paraît être trop simple pour vraiment fonctionner, mais en réalité, c'est ce genre de stratégie qui peut te permettre de rester rationnel, notamment en plein bull run. Parce que je te garantis qu'en bull run, c'est exactement l'opposé du bear market. Là où en bear market, on se dit que ça va rester comme ça, que ça va continuer, qu'on va rester aux alentours des 30 000 comme ça pendant très très longtemps. En bull market, à l'inverse, quand tu vois que les prix commencent à monter, là tu te dis plutôt, ça va continuer de monter, ça va continuer de grimper, ça va jamais redescendre. Et quand tu commences à voir tes chiffres sur ton portefeuille qui montent, bien t'as tendance à perdre le contact avec le réel. Et je te dis, ça a été mon cas pour le premier bull run. Dans ma tête, ça allait continuer de monter. Dans ma tête, c'était impossible que ça descende et encore moins aussi bas. Et en réalité, j'avais pas vraiment connu le bear market précédent parce que j'avais quitté vers début 2018. Alors toute cette période de désespoir, là où il se passe pas grand chose, là où tout le monde s'emmerde, eh ben je l'ai pas du tout connu parce que je m'intéressais pas du tout à la crypto à ce moment-là. Alors que là, vu que je suis toujours là et que toi aussi d'ailleurs, eh bien on s'en rend bien compte. Tu le remarques si t'étais là au bull run précédent, c'est pas du tout les mêmes vibes, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Et d'ailleurs, je pense que c'est nécessaire qu'on ait ce genre de période. C'est super important parce que ça permet de reset les attentes dans la tête des gens. Là maintenant, tout de suite, personne s'attend à ce que Bitcoin fasse un x2, x3 en quelques mois. Faut être complètement taré pour penser ça. Alors que pourtant, penser ça lors du bull market précédent, eh ben tu passais limite pour un débile. Pas parce que t'étais trop optimiste, mais bien parce que t'étais trop pessimiste. Parce qu'on était sûr que le Bitcoin, il pouvait continuer de monter, il pouvait remonter vraiment très très fort. On pouvait taper des x2 en un jour. Bon d'accord, j'exagère. Mais par contre, je me rappelle très clairement d'une après-midi là où le Bitcoin a fait un plus 20% très rapidement. Et avec un pote, on était cloué à l'écran en train de regarder les charts, on n'y croyait pas. Et pourtant, ça s'est vraiment passé. Et justement, on n'avait pas des attentes complètement folles. On pensait même pas que c'était possible. Du coup, un truc super important pour le prochain bull run, vraiment, c'est de garder un pied dans le réel. Et j'insiste là-dessus. C'est d'ailleurs une bonne idée de se faire un petit journal, de venir le revoir toutes les semaines et d'écrire à peu près comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça peut te permettre de déceler le moment là où tu es totalement euphorique, là où tu es incapable de prendre la moindre décision rationnelle. Et oui, j'en ai conscience que te dire ça en bear market, ça peut sembler tellement à côté de la plaque. Mais en plein bull, c'est nécessaire. Je te rappelle que quand il y avait l'euphorie avec les NFT, il y avait des gars qui se foutaient de la gueule de tout le monde qui avait pas un NFT à plus de 100 000 $. Spoiler, je suis pas sûr qu'il y ait une seule collection à l'heure actuelle dans les NFT qui a un floor au-dessus de 100 000 $. Donc si tu dois juste garder un truc en tête, parce qu'être rationnel en plein bull run, c'est vraiment ça qui fera la différence, et c'est ça qui fera que tu seras capable de dire à ce moment-là, tous les gens autour de moi sont complètement fous, sont complètement dingues, ils sont dans le faux,
c'est le moment là où plus personne est capable d'avoir le pied dans le réel, c'est le moment là où il va falloir vendre une partie de mes cryptos. Et faire ça de façon proportionnelle. Plus on se dirige vers cette partie d'euphorie, plus tu vas vendre une partie importante de tes cryptos. À ce moment-là, tout le monde dira que t'es complètement fou parce que le Bitcoin va évidemment aller taper les 500 000 $. Et toi, au fond, tu sauras que c'est pas réaliste et que c'est exactement pareil qu'en 2021 quand le Bitcoin devait aller taper les 100 000 $. Donc ouais, on est sur quelque chose de vraiment complexe à prévoir. Faut pas vendre trop tôt, il faut pas vendre trop tard. Et pour gérer ça, moi, ce que je te propose comme stratégie, c'est vraiment de te déterminer certains chiffres et à partir de ces chiffres-là, tu vas vendre des parties de ton portfolio. C'est pas, par exemple, si le Bitcoin retourne à son ATH, eh ben, tu vas vendre 10% de ton portefeuille. Je pense qu'écrire ce genre d'idées, ça permet vraiment de te garder en check. Et je pense qu'avoir marqué ça quelque part, être au clair avec ça, c'est vraiment super important pour un bull run. Voilà donc pour cette vidéo. J'ai l'impression d'être parti un petit peu en freestyle pour la fin, mais c'est pas grave, je pense qu'elle sera quand même sympathique à regarder. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.